Moi, donc, je vais vous parler de cette mobilisation de Bure qui a été plutôt éclipsée dans l'actualité ces derniers temps par d'autres luttes écologistes comme les luttes contre les projets de méga-bassines ou ce genre de choses. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est en quoi elle a quand même beaucoup à nous apprendre, et malheureusement aussi par la façon dont elle a été réprimée, sur à la fois les évolutions de l'action contestataire en matière écologiste, mais aussi sur l'évolution des répertoires répressifs, disons. Donc en quelques mots, Bure, qu'est-ce que c'est? Alors à la fois, quand je vais parler de Bure, je vais parler d'un petit village de Meuse, dans le Grand Est de la France, donc de 84 habitants, mais aussi en fait, par métonymie, de la mobilisation qui concerne une zone beaucoup plus large, de 200 km² à peu près, qui est donc impacté, enfin qui est concerné par le projet d'un gigantesque centre d'enfouissement de déchets nucléaires, qui a donc connu qui n'est pas encore mis en place, et qui a connu une mobilisation protestataire depuis le milieu des années 90, avec donc d'abord des riverains, des militants plutôt écologistes antinucléaires, et avec des pratiques généralement en tout cas plutôt légales ou légalistes. Et cette mobilisation, elle s'est renouvelée en fait au milieu des années 2010 avec l'installation progressive de militants que là j'appellerais autonomes écologistes, c'est-à-dire, pour le dire très vite, à la croisée d'un héritage politique anarchiste et de l'écologie radicale. Donc ces militants ont fait des occupations et ont loué, acheté une dizaine de lieux depuis presque 10 ans maintenant, et donc parmi d'autres militants, continuent d'alimenter cette mobilisation. Ce que je me demande, c'est si la répression de la mobilisation à Bure, elle peut nous dire quelque chose sur la construction d'une politique de répression qu'on pourrait dire préventive. C'est-à-dire, vous allez voir que la répression est de plus en plus, dans les cas qui nous concernent, anticipée, avant même que des actes délictueux puissent être directement constatés ou ciblés. Donc, durant les 4 dernières décennies, de discours et de dispositifs, de normes politiques, policiers, judiciaires ont été créés et légitimés, mais face à principalement 3 phénomènes conjoints. Des affrontements entre supporters sportifs dans les années 80, enfin depuis les années 80 au moins, des révoltes dans le quartier populaire et les attentats djihadistes. Ces 3 phénomènes, chacun à leur manière extrêmement différente, mettent en cause, d'une certaine façon, la capacité protectrice de l'État et surtout sa revendication à détenir le monopole de la violence physique légitime. Donc les affrontements entre supporters, donc, surtout dans les années 80, mais plus tard aussi, dans les années 80, ils provoquent jusqu'à des dizaines de morts dans différents stades européens. Donc affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Et ils vont amener à un certain nombre d'innovations policières et législatives. Je n'ai pas le temps à chaque fois, pour chacun de ces phénomènes, de toutes les citer, mais en tout cas le développement d'un fichage de ces supporters à l'échelle européenne, avec une coopération des polices donc, et sur la base notamment de ces fichages, en France, des interdictions administratives de stade. Et on va le voir, ça va avoir aussi une incidence sur la suite, donc c'est-à-dire que administratif, c'est-à-dire relevant du pouvoir de police administrative, sans nécessairement le contrôle d'un juge, et sans avoir besoin de suspecter des délits. Autre phénomène, les révoltes dans les quartiers populaires, donc dans les années 80, surtout 90, qui vont amener à une transformation du maintien de l'ordre, au sens où, pour le dire très vite, traditionnellement, on comprend le maintien de l'ordre comme une discipline spécialisée de la police qui s'adresse à des protestataires, à des citoyens protestants, et dont il s'agit simplement de canaliser l'impact en termes de désordre social. Or, dans le cas des révoltes de quartiers populaires urbains, les foules protestataires ne sont pas considérées comme telles précisément par les forces de l'ordre qui interviennent, mais sont considérées comme des foules délinquantes vis-à-vis desquelles il s'agit d'intervenir pour en interpeller le maximum et les mener à des condamnations pénales. Et donc ça va amener à ce qu'on appelle une judiciarisation du maintien de l'ordre.
Et parmi les autres évolutions qu'on peut citer, l'alourdissement, enfin la création de certains délits et l'alourdissement de peines, par exemple d'outrage, de rébellion ou de menaces quand ils sont adressés à des forces de l'ordre. Et aussi, face à ces deux phénomènes, il y a la création en 2010 d'un délit qui va avoir son importance, on va le voir, qui s'appelle la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences, en 2010. Le troisième phénomène, c'est donc les attentats djihadistes, dans les années 80, 90 aussi, et comme vous le savez jusqu'à aujourd'hui, qui vont amener, qui vont devenir, les djihadistes vont devenir un peu la figure absolue, paradigmatique de la dangerosité, une figure qu'il s'agit de neutraliser avant même qu'elle ait pu commettre, que les personnes aient pu commettre des délits. Ce qui va amener, et là tout ça là je ne le dis pas beaucoup, mais je m'appuie sur des différents travaux, et notamment là, sur les travaux du juriste Olivier Kahn, qui montrent comment de nouveaux types de délits vont être créés, des délits d'opinion, et on pourrait dire ce qu'il appelle des délits pour des actes préparatoires à des actes préparatoires d'un attentat terroriste. C'est-à-dire des actes de financement, de recrutement, de fréquentation de sites internet ou d'apologie du terrorisme. Tout ça amène à un accroissement des pouvoirs de police administrative, et c'est de cette histoire qu'hérite à la fois le maintien de l'ordre et la politique pénale en France vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler rapidement la dissidence politique. Mais comment de là on arrive à un glissement de ces ennemis, de ces adversaires déclarés jusqu'à nos militants écologistes? Premier opérateur de glissement, on pourrait dire, c'est les contre-sommets altermondialistes, donc à la toute fin des années 90, où donc des grands rassemblements ont lieu pour s'opposer à la tenue de sommets d'institutions politico-économiques et internationales, pour les atteindre, voire empêcher la tenue de ces sommets. C'est en 99 à Seattle qu'on a l'apparition, l'émergence médiatique de la tactique du Black Bloc, et qui va participer à déborder le dispositif policier l'année suivante à Prague, et amener les autorités policières européennes à quelques innovations, disons, tactiques, notamment l'introduction de la NAS, qui était réservée aux supporters sportifs jusqu'à maintenant, et le fichage de militants à l'échelle européenne, de groupes politiques considérés comme à risque ou radicaux, et idem ce fichage, ce renseignement policier qui va permettre de justifier sur cette seule base des contrôles aux frontières, des reflux massifs de militants, voire des arrestations préventives de ces militants considérés comme à risque. Deuxième... donc oui, c'est ce qui... ces différentes mesures prises à l'occasion des contre-sommets vont amener les politistes Filleul et Jobard à parler d'un régime d'interdiction préalable de l'action collective. J'y reviendrai. Donc, deuxième opérateur de glissement, c'est un peu, il faut regarder du côté des services de renseignement. Donc, du début des années 90 au milieu des années 2000, les services de renseignement ont pris comme cheval principal de bataille ce qu'ils appellent les violences, qu'ils ont catégorisées comme les violences urbaines. En gros, les jeunes de banlieue suspectés de participer aux révoltes urbaines, qui succèdent, donc cette clientèle, on va dire, spécialisée, qui succède aux communistes dans le cadre de la guerre froide qui s'était terminée. Et sauf que donc, cette cible prioritaire, cette clientèle, va justement participer à des révoltes massives en 2005, qui vont jeter, en plus d'autres facteurs comme des scandales politiques, qui vont jeter un certain discrédit sur les services de renseignement français et les conduire à devoir, disons, renouveler leur légitimité en trouvant notamment une nouvelle cible, une nouvelle clientèle prioritaire. Pour que puisse se construire ce nouvel ennemi de l'intérieur, on pourrait dire, il y a besoin de ce que le juriste Olivier Kahn appelle une convergence d'intérêts, c'est-à-dire à la fois des compétences policières qui sont ajustées au phénomène délinquant qui est visé, une légitimation, une caution scientifique, les criminologues essentiellement, une mise à l'agenda médiatique, une confirmation de l'importance de ce phénomène par le ministère de l'Intérieur,
et les capacités de dépolitiser les groupes qui sont visés. Or, les militants autonomes remplissent parfaitement ces critères. Donc c'est ce qui peut en partie expliquer en 2008 l'arrestation du dit groupe de Tarnac qui est accusé d'un sabotage sur une ligne TGV et qui va être poursuivi pour une association de malfaiteurs terroristes. Ce qui est intéressant de voir à ce moment-là, c'est que le mode de vie communautaire d'une partie jugée telle d'une partie de ses membres va être considéré comme le caractérisant comme étant un groupe davantage à risque. De même, le fait que certains de ses membres soient suspectés d'avoir écrit un livre, L'insurrection qui vient, est un des arguments pour justifier leur dangerosité et la prolongation de leur détention provisoire. Donc on a, avec une autre affaire à ce moment-là, d'association de malfaiteurs, dite des mauvaises intentions, je n'ai pas le temps d'y revenir, on a une association qui se resserre de plus en plus entre anarchistes et terrorisme, qui n'est pas tout à fait nouvelle, hein, comme vous savez, on pouvait la constater aussi dans les années 70 ou à la toute fin du 19e siècle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la mobilisation de Bure, elle n'a pas toujours été réprimée, en tout cas dans son intensité actuelle. Et alors même qu'il y avait déjà eu un certain nombre d'actions collectives assez offensives, en 2016 notamment. Et en fait, il faut attendre le milieu d'année 2017 pour qu'elle atteigne, on va dire, ces niveaux d'intensité. Ce qui m'a permis de construire quelques petites hypothèses sur ce qui peut expliquer un accroissement du niveau de la perception de la mobilisation comme une menace et donc du niveau de répression. D'un côté, on a les évolutions des répertoires d'action collective qui deviennent de plus en plus conflictuels, mais aussi, et c'est mon hypothèse, de moins en moins lisibles, intelligibles par les pouvoirs publics. Je pourrais y revenir, pas le temps de détailler là. En second point, le succès de la stratégie militante de la montée en visibilité du conflit à une échelle nationale et qui met en échec les stratégies étatiques jusqu'à maintenant de cantonnement au niveau local de la controverse et donc cette stratégie qui met en échec la stratégie de discrétion vis-à-vis du projet nucléaire. Et en troisième point, la pression exercée par des élus locaux et des élus représentant le territoire pour que soient amenées de nouvelles forces, des forces de l'ordre supplémentaires. Et donc ça me fait ces hypothèses, ça me fait rejoindre les travaux du politiste Davenport selon lequel en fait la conflictualité n'est pas le seul critère qui peut, le niveau de conflictualité n'est pas le seul critère qui peut expliquer qu'une mobilisation soit perçue comme menace et implique une montée en gamme, disons, de la répression. Le mouvement des agriculteurs actuel en est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc les pouvoirs publics ne doivent pas simplement armer des forces de l'ordre, mais ils doivent aussi s'équiper de justifications, on pourrait dire. C'est-à-dire d'opérations de disqualification, notamment pour fragmenter l'opposition antinucléaire entre celles qui seraient légitimes et celles qui ne le seraient pas. Entre les bonnes manières, comme dit Vanessa Codaccioni, les bonnes manières de faire de la politique. C'est ce qu'on appelle la criminalisation politique, c'est-à-dire, je la cite encore, les dynamiques d'exclusion de certaines activités du champ légitime de la politique. Donc on peut citer, je le fais très rapidement encore, les élus locaux qui, dans une lettre adressée au Premier ministre en 2017, là où ils demandent des forces de l'ordre supplémentaires justement, vont qualifier les opposants d'ennemis du territoire, en disant, je cite, des opposants décidés à utiliser la violence contre les habitants. De même, dans la presse régionale, on a des qualificatifs comme les ultras, les franges radicalisées, les violents, etc., choses qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc, ces stratégies de dissociation de la mobilisation entre celle qui est légitime et celle qui ne l'est pas, elle est utilisée essentiellement juste avant et juste après des grands événements protestataires, de manifestations par exemple, et notamment après l'expulsion du Bois-le-Jus, donc c'est la forêt qui est occupée pendant 2 ans par les militants autonomes écologistes à Bure. C'est intéressant de voir que juste après cette expulsion, donc Manu Militari, en 2018, le secrétaire d'État chargé du projet CIGEO, du projet nucléaire, déclare « On n'a pas expulsé des écologistes, on a expulsé des délinquants ».
Ces catégories de disqualification, elles sont véhiculées aussi par les forces de l'ordre au quotidien, durant les contrôles d'identité notamment, qu'ils font sur les habitants du territoire. Par exemple, j'ai un cas d'une personne âgée opposante aussi, du coin, on va dire, et qui est contrôlée par des gendarmes qui lui disent « Vous êtes sûr que vous voulez aller vers le Bois-le-Vieux? Là, c'est des personnes dangereuses, il faut se méfier de ça. » De même, pendant la perquisition d'une militante associative, d'une association légaliste, on pourrait dire, l'officier de gendarmerie lui déclare « Vous avez qu'à arrêter de fréquenter les gens de Lure. » En gros, vous n'auriez pas été perquisitionné sinon. Mais ces stratégies de dissociation rencontrent un certain échec, à partir de 2016 en tout cas, au sens où les associations citoyennes, que j'ai appelées citoyennes, restent publiquement en tout cas toujours solidaires de la composante autonome écologiste de la mobilisation. Si j'en viens un peu plus précisément à la répression, aux mécaniques de la répression policière et judiciaire, déjà, j'ai constaté qu'on pouvait faire quelques comparaisons, en faisant très attention, mais quelques comparaisons entre la répression du militantisme écologiste à Bure, en tout cas, et la répression à certains moments dans les quartiers populaires. Avec ce que j'ai appelé, en faisant un clin d'œil à des travaux de Geneviève Pruvot sur la Z, une judiciarisation du moindre geste. C'est-à-dire que concrètement, ça passe par ce qu'on observe à Bure, le déploiement à partir de 2007 d'un très grand nombre de forces de l'ordre déployées de manière permanente qui vont donc réaliser des patrouilles et des contrôles d'identité extrêmement fréquents sur un territoire déterminé. Donc comme je disais, c'est à peu près 2 fois la superficie de Paris, mais avec 6 habitants au kilomètre carré. Et donc des contrôles d'identité, des patrouilles qui vont réussir à quadriller le territoire qui est disputé donc à l'aménagement et qui vont amener un certain nombre d'interactions, on va dire, avec les militants. En fait, ces interactions-là, elles vont révéler, voire susciter, comme j'ai pu l'observer, un certain nombre d'illégalismes. C'est-à-dire qu'elles vont provoquer des tensions, au sens où les militants contrôlés, parfois plusieurs fois par jour, considèrent ça injuste ou illégitime, vont s'énerver et ça va amener à des poursuites pour outrage, rébellion, menaces, voire violence contre agents. Ce qu'on connaît bien pour les personnes qui étudient les quartiers populaires. Donc l'observation à Bure des contrôles d'identité, et je crois qu'on peut le voir aussi dans les quartiers populaires, m'a permis de confirmer, on va dire, 3 fonctions des contrôles d'identité. Une fonction symbolique de restauration de l'autorité policière, une fonction opérationnelle, on pourrait dire, d'endiguement, de neutralisation de l'action collective, et une fonction judiciaire de pénalisation ordinaire. Donc, par pénalisation ordinaire, je veux dire qu'elle est répétée, qu'elle est quotidienne, qu'elle est répétée, et qu'elle concerne des illégalismes qui sont d'une relativement faible gravité, comme je disais, outrage, rébellion, etc. Donc ces instruments de pénalisation ordinaire, ils font, que sont donc les contrôles d'identité, ils font l'encadrement spatial de la mobilisation, et ils créent donc un espace surveillé, policé, et ils participent d'une économie, de ce qu'on pourrait appeler une économie générale de la suspicion. Ces instruments de pénalisation ordinaire, ils participent aussi de la construction de l'identité militante, au sens où donc vous avez des militants autonomes écologistes qui sont, d'un point de vue politique, idéologique, opposés à l'institution policière, mais qui, dans leur quotidien, donc, vont être confrontés jour après jour, je veux dire même en sortant pour aller prendre le café chez leurs voisins, vont être confrontés donc, à cette surveillance et à ces contrôles policiers, ce qui va en permanence réactiver la situation de conflit, mais donc aussi participer à la construction de l'identité militante radicale, ce qui m'a amené à considérer qu'en fait la figure de l'ennemi intérieur, dans ce cas-là l'ennemi intérieur du territoire, elle est le résultat d'une coproduction en fait, entre les acteurs répressifs et les acteurs contestataires eux-mêmes. Générique, on pourrait dire,
la dissuasion, le fait de créer de nouveaux délits ou d'alourdir les peines pour dissuader les personnes de commettre ces délits. La surveillance, donc récolter des informations pour identifier les personnes et les groupes à contrôler. Et l'incapacitation, qui consiste à carrément exclure des personnes du système avant même qu'elles aient pu commettre des infractions. Donc ces trois mécaniques du pouvoir se constatent à Bure. Et c'est dans ce cadre que j'observe une judiciarisation des intentions militantes, une appréhension des intentions militantes comme des infractions pénales. Je donne un exemple parmi beaucoup d'autres, mais en mars 2018, vous avez un groupe de militants qui essayent d'aller bloquer des travaux de l'ANDRA, donc qui est l'agence chargée du projet nucléaire, au niveau du Bois-le-Duc, qui à ce moment-là est expulsé. Une partie du groupe est arrêtée, 6 personnes sont arrêtées, et elles sont accusées de ce fameux délit dont je parlais tout à l'heure, participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Et l'intitulé précis de l'accusation, à ce moment-là, c'est donc des personnes sont jugées pour s'être intégrées à un groupe d'une quinzaine de personnes en partant à la rencontre d'employés de l'ANDRA, en s'étant préalablement vêtus de manière tendanciellement uniforme, munis de quoi se dissimuler le visage et ayant ramassé des pierres sur leur parcours dans le contexte, le mot est important, dans le contexte d'une évacuation contestée du Bois-le-Duc. Ce type d'incrimination, j'ai pas le temps de revenir sur d'autres exemples, mais ce type d'incrimination et d'interprétation des actions militantes, il se retrouve dans énormément de textes, de productions réglementaires, d'arrêtés préfectoraux, de réquisitions du procureur qui permettent de justifier les contrôles d'identité, etc. Là, à chaque fois, il s'agit de réprimer un risque, un danger, conçu à partir de plusieurs éléments. D'un côté, vous avez la volonté collective, qui serait celle de la mobilisation, de commettre des actions collectives illégales, saboter, bloquer, occuper, que sais-je. Et de l'autre, une volonté individuelle de la personne, qui est donc associée à cette volonté collective, donc volonté individuelle de commettre les délits. Et la volonté, elle est caractérisée, dans le cas là, qui nous occupe, la plupart du temps, par le fait de se dissimuler le visage, ou même simplement de détenir dans son sac un t-shirt qui aurait pu permettre de se dissimuler le visage. Et de même, même si des personnes dans ce groupe-là étaient prises sans cailloux, sans projectiles potentiels dans leur sac, le fait même qu'elles se retrouvent dans un groupe aux côtés de personnes qui en détiennent suffit à caractériser leur volonté propre de commettre des violences. Donc c'est ce qui amène les politistes Filleul et Jobard pour qualifier cette incrimination de groupement en vue d'eux, de parler d'une incrimination qui non pas réprime ce qui est commis, mais prévient, par un moyen répressif, la peine, ce qui pourrait l'être. Donc on peut faire l'hypothèse que l'usage à peu près réussi, on va dire, de cette incrimination à Bure a pu disons, encourager les pouvoirs publics à l'utiliser de manière massive contre le mouvement des Gilets jaunes, quelques mois plus tard, où on a des circulaires du ministère de la Justice qui appellent à utiliser cette incrimination. Or, la valeur assez plastique de ce délit et son usage préventif va encore une fois être valorisé par le ministère de la Justice dans une circulaire en 2016, on est 2 ans avant, 1 an avant son utilisation à Bure, où la circulaire qui donc écrit que cette qualification permet d'appréhender de nombreux comportements avant même la commission de plusieurs infractions. Donc à Bure, l'incrimination, l'enquête et l'accusation d'association de malfaiteurs, elle a permis de judiciariser en fait l'ensemble de l'opposition antinucléaire, qu'elle soit légale ou considérée comme illégale, de déployer des moyens de surveillance massifs, un grand nombre de perquisitions, d'entraves à l'activité militante, de saisies de matériel, de saisies de moyens de communication, de comptes rendus de réunions, etc., etc. Sans parler des très très nombreuses, des 5 ans d'écoute cumulées. Donc ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de voir qu'est-ce qui, dans les interrogatoires de police, dans les dossiers judiciaires, justifie
d'être inscrit, on va dire, dans l'instruction, voire de subir des poursuites pénales. Le fait d'avoir acheté de la nourriture qui sera consommée par des personnes qui participeront à une manifestation dans laquelle il y aura des troubles à l'ordre public. Le fait de parler avec des journalistes d'accompagner des journalistes aux abords d'une manifestation dans lesquelles il y a des troubles à l'ordre public, de parler avec des personnes, d'être vu en train de parler avec des personnes qui sont masquées et qui, probablement pour certaines d'entre elles, s'affronteront avec les forces de l'ordre, d'utiliser des outils numériques anonymisants, ou encore de participer à un groupe de défense juridique des militants. Donc ces presque aucun de ces différents éléments ne suffit en tant que tel, isolément, à justifier des poursuites pénales, mais comme vous voyez, à chaque fois, c'est un faisceau d'indices, de suspicions, qui va alimenter l'accusation. Dans mon cas, les opposants, les gens de Bure ou la mobilisation. Cette catégorie, elle s'est construite de manière empirique par un certain nombre de facteurs. Le fait que les procès des militants sont regroupés systématiquement dans des audiences dédiées. Le fait, les très nombreux réquisitoires du procureur de la République de Bar-le-Duc, qui par exemple durant un procès va dire, je paraphrase, enfin, que probablement les délits dont sont accusés les militants, les prévenus, ont été aussi commis par les membres, par les personnes du public, par des membres présents dans le public, les militants qui étaient venus en soutien. Ou encore dans de très nombreuses ordonnances judiciaires qui permettent l'interdiction d'accès au bois-le-jus et qui sont très régulièrement renouvelées, où le magistrat du TGI doit donc renouveler ses arguments pour dire bah oui, la mobilisation est menaçante, elle justifie qu'on interdise l'accès au bois-le-jus. Et là, je cite très rapidement, parce que c'est quand même intéressant, je trouve, en termes d'éléments empiriques, les arguments qui poussent donc le magistrat à estimer, à concevoir la menace. Et vous allez voir que l'illégalité de certains actes rejaillit en fait sur la légalité d'autres. Le fait que la mobilisation, je cite donc textuellement, que la mobilisation est toujours très vive à l'encontre du projet CIGEO. Que des rassemblements sont prévus qui vont inévitablement générer un afflux sur le territoire de personnes opposées au projet CIGEO. Qu'on peut craindre un regain de la mobilisation avec la clôture de la procédure de déclaration d'utilité publique, avec la clôture de cette procédure, que devrait avoir lieu une tournée nationale de sensibilisation au nucléaire, ou encore que les opposants ont disputé devant le TGI de Bar-le-Duc la propriété de l'Andra sur le bois-le-jus. Donc là, vous voyez qu'il s'agit à la fois d'éléments qui parfois ce sont déjà des troubles à l'ordre public, je ne sais même pas si je les ai cités là d'ailleurs, mais qui se sont déjà produits, et il s'agit aussi de citer des éléments qui pourront ou qui pourraient se produire à l'avenir. Donc le magistrat devient une sorte de stratège politique qui doit anticiper les évolutions de la mobilisation et de l'action collective. Donc, Alternativa et Action non violente communautaire, ce sont deux mouvements de mobilisation sur le climat qui travaillent de pair pour mobiliser sur la question climatique, d'une part, d'un côté sur les alternatives et de l'autre côté sur la résistance aux projets, aux politiques qui mettent en danger le climat. Je voudrais préciser d'abord que on est des associations qui font de la désobéissance civile, qui utilisent la désobéissance civile comme un outil pour lutter, et la désobéissance civile à travers des actions non violentes à visage découvert, c'est un des moyens qu'on utilise pour défendre l'intérêt général. Et donc quand on enfreint la loi, on le fait en conscience et on est prêt à en assumer les conséquences. Donc en quelque sorte, on joue avec les limites de la loi pour créer un dilemme chez l'adversaire, pour mettre un coup de projecteur sur une situation, etc. Et donc l'idée, c'est pas de nous plaindre des poursuites auxquelles on fait face, des condamnations dont nos activistes écopent et du fait qu'on cherche à nous réprimer. On ne se pose pas en victime puisque la répression, finalement, on la provoque sciemment. C'est un positionnement qui n'est pas souvent entendu, donc je préfère quand même le préciser. Et puis quand même, je préfère aussi préciser que je distingue bien sûr notre manière d'agir qui enfreint sciemment la loi des personnes qui subissent la répression sans avoir rien demandé ni provoqué.
Et bon, je parle pas non plus là du sujet des violences policières qui est quand même un sujet à part. Et puis bien sûr, je parle pour nos deux associations et je n'émets pas de jugement pour d'autres mouvements ou d'autres personnes qui auraient une position différente. Alors ceci étant dit, on ne se pose pas en victime, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas combattre la répression d'une part et pas l'utiliser d'autre part dans notre stratégie. Donc moi je vais axer là ma prise de parole sur deux séquences, on va dire. La première, les décrocheurs de portraits, qui est quand même la campagne sur laquelle on a subi le plus de répression. Et après j'en viendrai à l'affaire de Poitiers. Donc quand même pour rappeler brièvement, mais je pense peut-être qu'il y a pas mal de gens qui connaissent cette campagne des décrocheurs de portraits, en février 2019, au début de l'affaire du siècle, donc le gouvernement répond à l'affaire du siècle et dit en gros Emmanuel Macron et son gouvernement, tout va bien en matière de politique climatique, il n'y a pas besoin de changer de cap, donc l'affaire du siècle ne sert à rien. Donc bien sûr, la réalité était tout à fait différente et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer une campagne de décrochage de portraits de Macron dans les mairies françaises pour alerter sur ce double discours du président et sur le danger vers lequel ça nous menait. Donc en fait, on allait dans les mairies, on prenait les portraits, on repartait avec et on laissait un vide à la place du portrait qui symbolisait le vide de la politique climatique du gouvernement. Donc on a décroché des premiers portraits à Lyon, Bayonne et Paris. Moi j'ai décroché celui de Lyon. On a appelé à ce que les décrochages se multiplient. Et dans les semaines qui suivent, il y a eu pas mal de décrochages et surtout beaucoup de répression des premiers décrochages, donc beaucoup d'auditions, de garde à vue, de perquisitions et des premières convocations pour des procès. Et en fait, cette répression, dans un premier temps, elle n'a pas du tout freiné les militants. Les militants, au contraire, elle a permis d'amplifier la mobilisation. Donc ça a été vraiment un facteur de motivation pour les militants qui ont senti qu'il se passait quelque chose, qui ont touché au bon endroit avec ce concept d'action. Et ça les a motivés à agir malgré les risques que ça représentait, de se retrouver arrêtés en procès, etc. Donc il y a 151 portraits qui ont été décrochés en tout, et ils ont été ressortis à plein d'occasions pour en fait symboliquement mettre le président face à ce qu'il voyait apparemment pas. Et donc, en fait, on est parti d'un concept d'action qui était très symbolique. On décroche un portrait, il n'y a pas d'impact direct et immédiat sur le changement climatique, mais on touche à un symbole fort, le portrait du président, qui tient beaucoup à son image par ailleurs. Et en fait, ça nous a permis de créer une situation de disproportion qui a été intéressante à exploiter, c'est-à-dire une répression policière assez démesurée. On a eu un peu moins de 100 personnes qui ont été convoquées dans une soixantaine de procès, presque 1500 heures de garde à vue, 84 perquisitions. Bon, on n'est quand même pas au niveau de Bure, mais quand même. Et à côté de ça, une réponse judiciaire qui a été très mesurée. En fait, les condamnations, ça va au pire quelques centaines d'euros d'amende, au mieux, plein de relax. On est aujourd'hui à 14 ou 15 relax, je ne sais plus exactement. Donc c'est intéressant de voir que face à une telle répression concernant des actes très symboliques, mais en même temps qui portent un message fort sur l'inaction climatique du président et dans un contexte de forte mobilisation sur le climat. On était à l'époque, il y avait beaucoup de marches pour le climat. Donc beaucoup d'attention sur le mouvement climat, avoir autant de relax et de peine aussi faibles, finalement ça met en difficulté le message du gouvernement sur nos actions et en difficulté la répression qui a été mise en place, parce qu'on avait tendance, et même encore plus aujourd'hui, à diaboliser le mouvement climat, à utiliser des termes d'éco-terroristes, etc. Et en fait ce discours il tient pas si les juges ne suivent pas. Et du coup, pourquoi les juges n'ont pas suivi ? On s'est rendu compte au fil des procès que la réponse
juridique à apporter à ces décrochages de portraits. Il a beaucoup posé question aux juges. Ça a créé beaucoup de débats dans le monde juridique. Et ces magistrats, petit à petit, ils ont accepté et de plus en plus de considérer qu'un décrochage de portrait, ça relevait de la liberté d'expression ou de l'état de nécessité, et que les auteurs de ces décrochages devaient être relaxés. Alors, sur l'état de nécessité, il a été reconnu par 2 juges. C'est pas là où on a eu plus de relax, mais notamment celle qui a beaucoup marqué quand même, c'était celle où j'étais moi-même prévenue en septembre 2019. Je vais quand même vous citer 2 phrases de ce jugement parce que c'est quand même assez fort ce qu'a dit le juge dans sa décision. Donc, attendu que face au défaut de respect par l'État d'objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, donc là il parle des objectifs climatiques, le mode d'expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire lors des échéances électorales, mais doit inventer d'autres formes de participation dans le cadre d'un devoir de vigilance critique. Et ensuite il dit, attendu que dans l'esprit de citoyens profondément investis dans une cause particulière servant l'intérêt général, le décrochage et l'enlèvement sans autorisation de ce portrait dans un but voué exclusivement à la défense de cette cause doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple. Donc, pas mal. J'aime bien citer ce passage parce que déjà c'est étonnant quand même qu'un juge puisse prononcer ces mots. Et puis je trouve qu'en quelques phrases il a réussi à délégitimer toute la répression qui a pu être mise en place sur les décrochages de portraits. Et voilà, c'est assez cool. Après, le deuxième axe où on a eu beaucoup de relax, c'est la liberté d'expression. Donc là, c'est l'idée que incriminer une personne, voire la condamner lorsqu'elle agit pour exprimer un message d'intérêt général, ça peut constituer une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression. Et donc là, c'est la plupart des relax qu'on a eu. Voilà, donc en fait, on a remarqué que les juges, ils ont très souvent dans leurs décisions et de leur manière de nous écouter en audience, considérer l'aspect politique de nos actions et pas seulement le vol de manière juridique comme ils auraient pu le faire. Le débat il est allé jusqu'à la Cour de cassation. On a même des affaires qui sont là en attente devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui considèrent ces affaires-là comme affaires à impact. Donc on peut clairement affirmer que les actions de désobéissance civile non violente pour le climat, suite à toute cette séquence, elles ont quand même une place différente dans les tribunaux grâce à une jurisprudence plutôt favorable sur les décrocheurs et sur laquelle on peut s'appuyer désormais pour viser des relax ou à minima des faibles condamnations. Et au-delà de la sphère juridique, on a eu, ça a fait quand même pas mal de bruit, beaucoup d'articles de presse, etc. Et tout ça, c'est bien sûr, je pense, parce que le concept d'action en lui-même, il était amusant, il touchait à un symbole, mais aussi parce qu'il a entraîné beaucoup de répression en comparaison à cet acte justement très symbolique. Donc la répression, je trouve qu'on peut et il faut s'en servir dans notre stratégie. Et surtout pour être plus efficace pour atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Je précise quand même que dans cette séquence, aujourd'hui, on se retrouve avec des nouveaux procès parce que certains militants qui n'ont pas été relaxés, qui ont eu des faibles condamnations, ensuite ils se retrouvent convoqués pour prélèvement ADN. Ils refusent et à nouveau ils se retrouvent en procès pour refus de prélèvement ADN. Donc là c'est un peu une séquence qu'on a actuellement qui est assez pénible, mais on va voir comment ça va se passer par la suite. Bon, je passe à l'affaire de Poitiers, donc là c'est dans un autre champ. On est là dans c'est une situation différente d'une répression en conséquence d'une action de désobéissance civile. Donc là, on a le contrat d'engagement républicain qui a été mis en place avec la loi séparatisme.
dont les objectifs de départ étaient déjà contestables, mais aujourd'hui il est complètement dévoyé pour contraindre les associations dans leur liberté d'expression. On va demander des retraits de subventions, on les refuse, non pas parce que la subvention sert concrètement à mener des actions de désobéissance civile, mais déjà ce qui serait discutable, mais parce que la subvention finance un événement au sein duquel il y a eu une formation à désobéissance civile, ou parce que elle finance une association qui prête une salle à une autre association pour organiser une formation à désobéissance civile, ou encore parce que le mouvement pratique la désobéissance civile et qu'on ne peut pas lui prêter d'argent, en tout cas lui verser une subvention, même si le but de la subvention, il n'a rien à voir en fait avec la désobéissance civile. Donc dans l'affaire de Poitiers, ça a commencé, alors c'est Alternativa Poitiers qui a organisé un village des alternatives, donc c'est un événement qui a lieu dans la rue, festif, populaire, avec différents quartiers thématiques où on vient présenter les alternatives face au changement climatique. Donc les organisateurs du village avaient demandé des subventions à la mairie et à la communauté de communes, la communauté urbaine de Poitiers, 15 000 € au total. Et il y avait plein de choses dans ce programme du village, et notamment une formation à désobéissance civile, une formation passe à l'action et un débat mouvant co-organisé par XR et Greenpeace Poitiers, et puis une émission de radio sur le sujet des bassines. Et en fait, quelques jours avant le village, le préfet de la Vienne se déclare choqué par la présence de cette formation à désobéissance civile dans le programme de l'événement. Et il annonce qu'il a demandé à la ville et au Grand Poitiers de retirer les subventions qu'elles ont accordées à Alternativa Poitiers, en soutenant que cette demande est justifiée par un non-respect du contrat d'engagement républicain. Dans la foulée, la ville de Poitiers et le Grand Poitiers refusent par délibération de retirer les subventions. Et en suivant, le préfet de la Vienne décide de saisir le tribunal administratif de deux déférés préfectoraux. Donc là, il demande au juge de contrôler la légalité de la décision de refus de la ville et du Grand Poitiers. Il considère que les décisions de maintien de subventions sont illégales et non conformes au contrat d'engagement républicain. Et il parle notamment de débats mouvants qui invitent, il y avait des débats mouvants qui invitaient à se situer dans un axe spatial sur des situations hypothétiques, et il considère que ça c'est des appels à la violence par exemple. Donc là, on est dans un cas où le reproche qui est fait par le préfet, c'est d'avoir, dans un événement subventionné par des fonds publics, organisé des formations, des débats sur la question de la non-violence, qui sont en fait des questions fondamentales dans une société démocratique sur lesquelles il est important de former les citoyens. Et il va même jusqu'à reprocher que le sujet de la mobilisation des bassines soit discuté avec le raisonnement suivant. Ils ont parlé de la mobilisation des bassines dans un débat. Quelques jours plus tard, il y a eu un événement autour des bassines où il y a eu des violences. Donc ce débat a appelé à la violence. Très discutable, même complètement tordu comme raisonnement. Voilà, et donc là, par rapport à cette affaire, en fait, en amont, il y avait beaucoup d'associations qui s'étaient mobilisées, qui avaient fait un recours devant le Conseil d'État contre le contrat d'engagement républicain. Et tous ces collectifs d'assaut se sont remobilisés sur cette affaire pour faire des interventions volontaires. Donc, pour les non-juristes, on intervient dans une procédure où on n'est pas partie pour défendre les intérêts qu'on défend dans notre association, en soutien à une des parties. Donc là, en soutien à Alternativa Poitiers et à la mairie et au Grand Poitiers. Nous aussi, en tant qu'asso national, on a Alternativa et LV COP 21, on a fait ces interventions volontaires. Et ça a permis aussi de fédérer tout un milieu associatif autour de cette situation et de se renforcer, de s'entraider les uns les autres.
Ça, c'est le premier point positif. Et après, le deuxième point positif, c'est la décision, parce que les deux déférés ont été rejetés par le juge. Et en fait, la décision, en gros, c'était la première fois qu'une juridiction se prononçait sur le contrat d'engagement républicain après la décision du Conseil d'État. Et en fait, elle se prononce sur le point de savoir si une action qui est manifestement contraire à la loi, elle constitue à elle seule une violation du contrat d'engagement républicain, ou si elle doit à la fois être violente ou ayant entraîné un trouble grave à l'ordre public. Et donc, elle dit que non, que ce sont des conditions cumulatives, et donc elles doivent être à la fois manifestement contraires à la loi, et d'ailleurs elle rappelle la décision du Conseil d'État où manifestement contraire à la loi, ça veut dire un simple renvoi à l'exigence que l'objet et l'activité de l'assaut soient illicites, c'est pas l'action en elle-même qu'elle mène. Et donc, en gros, organiser une formation de désobéissance civile, c'est pas contraire au contrat d'engagement républicain. Donc, c'était une très bonne décision, et on l'espère qu'elle va qu'elle va faire jurisprudence et pouvoir être utilisée dans d'autres recours par la suite. D'ailleurs, donc, vous voyez, comme tu disais, Julien, il y a une situation à Lyon aussi où Alternativa Rhône a demandé des subventions au FDVA. La subvention a été refusée, et dans la commission qui a étudié la subvention, la préfète a dit non, Alternativa fait de la désobéissance civile, alors que c'était une subvention pour rénover une cuisine, quand même. Et a dit c'est de la désobéissance civile, c'est contraire à contrat d'engagement républicain, donc non, je refuse les subventions. Donc là, Alternativa Rhône a déposé un recours devant le tribunal administratif pour contester ce refus. Donc là, c'est tout récent, on va voir par la suite ce qui se passe. Mais il y a aussi il y a un article qui est sorti il y a quelques jours là, sur des associations en Bretagne qui subissent la même chose, où on leur refuse des subventions, et là c'est clair, là dans la décision d'Alternativa Rhône, ça n'a pas été motivé de cette manière, on sait juste que ça a été dit dans la réunion, mais là sur les associations bretonnes, c'est clairement écrit noir sur blanc que c'est par rapport au contrat d'engagement républicain. Donc moi globalement je trouve que la répression et la criminalisation, je vous le disais déjà un peu en intro, ça permet là aussi sur l'affaire de Poitiers une avancée juridique, et d'ailleurs aussi un impact fort médiatique. Il y a eu beaucoup de relais médias sur cette affaire, et avec globalement un point de vue favorable à Alternativa Poitiers. Alors je ne vais pas revenir sur ta démonstration que j'ai vraiment trouvée très convaincante, et sa portée heuristique au-delà aussi des mouvements qu'on étudie, mais sur quelques questionnements relatifs au comment se construit cette figure de la dangerosité, moi en termes processuels, comme tu le fais toi, c'est-à-dire en termes de processus avec des hypothèses en fait très, j'allais dire, percutantes sur ces processus, mais peut-être en déplaçant un peu la focale, peut-être à tort, tu me diras si je me plante, en interrogeant en fait les conditions. En effet, au regard de la lecture de ton texte et de recherches collectives qu'on mène, notamment dans le cadre du programme Just Act sur l'action collective en justice environnementale, je me suis interrogée pour comprendre cette construction de l'ennemi de l'intérieur sur 3 manières assez classiques d'analyser l'action collective en sociologie ou en sciences politiques, et sur ce qui pouvait, parmi ces entrées classiques, permettre de comprendre la répression, ou du moins la forme qu'elle prend. Alors je pense ici aux caractéristiques des militantes et militants, en mettant peut-être moins l'accent sur la politique de recrutement ou les ressources mobilisées que sur le croisement de quelques variables intersectionnelles. Je pense aussi à la cause défendue, mais pareil, en mettant moins l'accent sur le travail de framing, de construction, que sur la spécificité de la cause. Et puis enfin, la 3e entrée, tout aussi classique, et tu en parlais tout à l'heure, c'est les répertoires d'action, légaux, illégaux, etc. Si on parle d'abord des militants, alors je sais que Sylvaine Bull, en fait,
écrit, et j'ai pas eu la chance de lire toute ta thèse, donc peut-être que tu partages la même idée selon laquelle les caractéristiques sociologiques classiques ne permettent pas de lire l'occupation d'une ZAD ou, par extension, le mouvement autonome. Mais quand même, je suis un peu entêtée, et donc je vais quand même essayer de convoquer quelques variables classiques en sociologie, et cela de manière intersectionnelle. Quel rôle, par exemple, auraient les catégories socio-démographiques et raciales dans le jeu de classification en tant que danger de l'intérieur? Dans les parallèles que tu fais avec le terrorisme et les banlieues, jouent des processus de racialisation. Peut-être moins dans les affrontements contre les supporters ou à l'envers, mais ça j'évite parce que je ne connais pas bien. Mais je connais un peu plus en fait la question de cet héritage des affrontements dans les banlieues. Donc on sait que ces émeutes urbaines, elles s'inscrivent dans une histoire, celle des traces du monde ouvrier, des vagues d'immigration, des vestiges industriels, des baraquements, des constructions, des cités HLM. Je ne vais pas vous refaire l'histoire que vous savez certainement mieux que moi, en plus. Mais on sait que les émeutes sont porteuses de ce que Michel Kokorev et d'autres aussi ont appelé une mémoire postcoloniale. Mémoire qui interroge une république qui proposait, dans les années 2005-2006, de nettoyer les banlieues carcères. Et la répression policière s'est beaucoup lue à l'aune de cet héritage et de la racialisation. Je me demandais d'un point de vue un peu naïf, cette grille de lecture, en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire? Dans la mesure où elle ne semble pas fonctionner ici, les mouvements écologistes autonomes sont plutôt des mouvements blancs, à ce que je sais, avec plutôt un capital culturel plus. Est-ce que ça signifie que la catégorisation de la menace de l'intérieur échappe aux logiques de discrimination habituelles? Ou est-ce que d'autres variables comme le genre ou l'âge, au regard notamment de la figure du jeune délinquant, pourraient davantage fonctionner? Alors on pourrait penser bien sûr qu'activer les variables sociales ne fonctionne pas ici pour comprendre la construction de l'opposant. Mais comment expliquer le traitement policier, politique différencié du mouvement agricole actuellement? Je suis désolée, c'est facile mais difficile d'éviter. On ne parle pas d'agro-terroristes, les agriculteurs ne sont pas considérés comme des ennemis de l'intérieur. Est-ce que c'est une question de statut social, de rôle de producteur ou de travailleur, pour le dire autrement? Mais là, ça ne marche pas non plus parce que le statut de travailleur n'a pas protégé en fait les militants ou militantes des Gilets jaunes ou de certains mouvements ouvriers passés. Tu n'abordes pas vraiment ces dimensions, du moins dans le papier ou là dans le texte, mais tu ne pouvais pas tout faire. Et puis la démonstration sur les processus était essentielle. Et tu proposes en fait une lecture en termes de convergence d'intérêts entre plusieurs institutions que je trouve vraiment très percutante. Et donc ce serait une convergence qui aboutirait à la criminalisation de l'intention politique. Cette lecture intéressante, très intéressante, même pointe un élément que je trouve crucial, c'est le rapport aux institutions, qu'elles soient politiques ou économiques. La pénalisation de l'intention politique ou juridiciarisation du moindre geste, pour reprendre ta belle formule, ne s'exerce-t-elle pas dès lors que les mouvements incriminés échappent, de par leur organisation, aux institutions, les remettent en cause? Les jeunes des banlieues, les gilets jaunes, les autonomes anarchistes, et l'histoire des mouvements anarchistes en témoigne amplement. Ce n'est pas une lecture très originale, bien sûr, mais elle est peut-être intéressante à rappeler ici en ce qu'elle renvoie à des logiques qui divisent les mobilisations que nous observons ou dont Fanny parlait tout à l'heure, et interroge le seuil de tolérance de nos institutions et la définition de la violence légitime parce que légale, celle de la police, ou dite justifiée, comme celle des agriculteurs aujourd'hui, mais pas celle des étudiantes ou des étudiants hier, ni celle des écologistes. La juridiciarisation devient alors une arme de lutte autant qu'une arme de répression. Là encore, ce n'est pas très nouveau non plus, mais plus nouveau est le fait que certaines militantes ou certains militants tentent d'en jouer en se faisant ou en se laissant arrêter pour ensuite plaider l'état de nécessité au regard de l'urgence climatique qui pourra alors justifier leurs actions. On peut faire le parallèle avec la stratégie d'alternativa de désobéissance civile explicitée par Fanny, sachant que les jeunes bénévoles de collectifs apparentés ont aussi expérimenté récemment que décoller des affiches, ça peut suffire à se faire arrêter. Donc c'est bien sûr une stratégie à haut risque, mais que l'on a vu aussi mobilisatrice et reconnue, y compris par un juge. Mais peut-on conclure de cela que finalement tout ça, c'est plus une affaire de rapport aux institutions qu'une affaire de discrimination sociale,
de spécificité de la cause ou encore de radicalité du répertoire d'action, puisque l'occupation ou la destruction d'équipements, par exemple, ne justifie pas en soi le déploiement d'une répression policière, et que d'autres facteurs, comme tu l'as montré, influent largement. Sur les mouvements de justice, alors, cette explication en fait du rapport aux institutions ne semble pas non plus complètement satisfaisante. Ça coince quelque part. Et sur les mouvements de justice environnementale qu'on caractérise ici, dès lors que des mouvements en fait vont croiser assez étroitement des préoccupations environnementales et sociales, comme par exemple l'alliance entre Alternativa et Front de mer. C'est par exemple un mouvement qu'on peut qualifier de justice environnementale, notamment aussi parce que ces mouvements ont la caractéristique de recadrer les mots environnementaux à partir de l'expérience des populations ou des communautés plus vulnérables. Donc dans ces études, nous on a tendance à mettre en avant l'importance de la cause, pas seulement par stratégie de recrutement ou face aux médias, mais dans sa définition à partir d'expériences et de valeurs. On observe en fait que les processus que tu mets en évidence pour décourager, empêcher les dissidences politiques par la dissuasion, surveillance, incapacité, pour reprendre en fait la terminologie d'Oliver, fonctionnent très bien aussi dans nos cas d'études. Dans la plupart des cas, l'incapacitation passe par la dévalorisation, la stigmatisation des leaders. On l'a vu dans l'affaire de l'amiante, on l'a vu aussi dans les bouts rouges de Gardanne. Et finalement, dans bien des cas, la violence symbolique suffit pour les mettre en marge ou pour décourager les plaintes en justice. Dans quelques cas, cependant, ça ne suffit pas. Et ça va jusqu'à l'intimidation. On l'a vu dans l'affaire très médiatisée de la lutte contre la construction d'un pipeline géant traversant les terres autochtones dans le Dakota. Mais on connaît bien aussi des cas de répression violente similaires en France, à Sainte-Soline parmi les plus récentes. Mais d'autres sont beaucoup moins publicisés. Notamment lorsque les collectifs en question travaillent, par exemple, dans une perspective de justice sociale et environnementale auprès des gens du voyage, ou encore auprès des populations migrantes, elles-mêmes en situation de précarité politique, dirait Butler, et régulièrement criminalisées. Certaines causes semblent ainsi plus encore propices à la criminalisation du militantisme, de l'activité des collectifs, mais aussi de leurs membres individuels, puisque c'est toujours les deux tableaux qui sont visés. Pardon. Hagan et Bachelet parlent de harcèlement quotidien. Ça ressemble à ce que tu décrivais à Bure, notamment. Et le fait que ce harcèlement soit moins publicisé et presque banalisé dans certains cas, notamment je parlais des collectifs en fait, d'aide aux migrants, nous incite à interroger non seulement le rôle de la cause défendue dans la répression, mais aussi celui des ressources mobilisables dans l'opposition à la répression. Pardon. Ressources de plus en plus faibles pour ces derniers collectifs et peut-être ressources plus importantes actuellement, peut-être là la lueur d'espoir, pour les écologistes. Et donc tu parlais notamment de la montée en visibilité nationale par rapport aux stratégies imposant la discrétion au niveau de l'État. Tout ce que les écolos, enfin on leur avait dit, mais bon, pas moi je leur ai dit en particulier à mes copains de notre écologie des Verts, ce que certains ont subi, pas que nous et la génération avant nous, et nous en particulier, en ce qui me concerne, je suis cinquantenaire, donc je peux en parler un peu, va se reproduire chez les écolos, et quand ils auront fini chez les écolos, ils passeront chez les féministes, et quand ils auront fini avec les féministes, ils iront chez les syndicalistes. La méthode de répression et la méthode de... parce que c'est une violence symbolique, mais c'est aussi une violence qui peut être... qui a des coups, hein, parce que comme sur les questions de discrimination, ça peut aussi avoir des coups physiques. Est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences de cette répression qui peut entraîner la mort? Mais il me semble que le terrain du terrorisme il est un tout petit peu différent, parce que je le vois comme peut-être un petit peu plus déconnecté d'une réalité sociale ou sociopolitique, pas pour dire qu'il n'y a pas de terrorisme, mais malgré tout, je crois que justement ce que montre Olivier Kahn et
d'autres collègues avec lesquels il travaille, c'est qu'il y a une déconnexion en fait entre l'intensification hyper forte de la législation antiterroriste. Je crois qu'il y a plus de 30 lois antiterroristes depuis la première loi de 86, et qui est donc en fait dans un rapport de disproportion ou de décorrélation avec la réalité sociopolitique d'attentats terroristes. Et si je dis ça, c'est parce que je me demande si en fait l'antiterrorisme n'est pas vraiment un laboratoire où se teste une nouvelle modalité de l'action publique qui est précisément celle sur laquelle on va voir émerger cette invention qui est du droit répressif, qui finalement n'est plus répressif mais qui tend à devenir préventif. Et dans cet ordre d'idées, je crois qu'il y a un élément que tu pourrais vraiment, auquel tu pourrais peut-être t'intéresser, c'est l'héritage de l'état d'urgence comme mode de gouvernement qui évidemment n'est pas un mode tout à fait nouveau, puisque l'état d'urgence on peut le faire remonter à 1955 ou peut-être même au-delà, mais il y a quand même quelque chose de très singulier qui se joue depuis 10 ans, puisque 2015-2017 on a l'état d'urgence qui dure 2 ans, qui est en large partie normalisé, qui rentre dans le droit commun avec la loi SILT, puis on a à nouveau un état d'urgence qui dure 2 ans, de 2020 à 2022, avec l'état d'urgence sanitaire. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que l'état d'urgence, il est, sa logique première, c'est exactement ça, c'est-à-dire le texte de l'état d'urgence, c'est permettre en fait de saisir par le biais de la police administrative des personnes dont on a des raisons de penser que leur comportement est susceptible de causer un trouble à l'ordre public. Et d'une certaine manière, c'est un peu la généralisation de ce qui fait cette spécificité pendant longtemps de la législation antiterroriste, mais qui demeure centrée sur un objet, non pas circonscrit, mais disons relativement circonscrit, qu'est le terrorisme, alors qu'avec l'état d'urgence, en fait, ça devient généralisable à toute forme d'action publique. C'est-à-dire que n'importe quoi, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, toute personne dont on a des raisons de penser que son comportement est de nature à causer un trouble, devient criminalisable, disons, lato sensu. Et donc ça, je pense que ces 2 expériences cumulées, durables, de l'état d'urgence, elles sont vachement importantes dans l'histoire que tu racontes, et peut-être tu voudrais aller regarder un peu ce qui s'est joué de cette manière, parce que je crois que ça a vraiment été un moment d'empuissancement de ce tournant de l'action publique. Ce que j'ai pas pu dire, ce que j'ai pas dit, et qui nécessiterait encore en fait de nouvelles enquêtes et un peu plus quantitatives, c'est sur la sévérité des jugements. Et là, je pense qu'il y aurait vraiment des enquêtes super intéressantes à faire de comparaison en prenant plusieurs centaines de procès, par exemple après les émeutes de 2023, et les procès. Révolte. Oui, de 2023 et les procès contre des écologistes par exemple. Et j'ai l'impression que pour ce qui est des outrages, rébellions, ce genre de choses, les peines sont beaucoup plus lourdes, mais ce sera vérifié, dans le cas des quartiers populaires. Et donc ça, je pense que c'est en partie lié aux discriminations raciales, mais c'est pas mes terrains, et donc ce serait tout ça à démontrer. Et juste sur la question du rapport aux institutions, clairement, moi c'est un truc que j'ai beaucoup dit dans ma thèse, ce que j'ai appelé la lisibilité des groupes protestataires, de leurs actions. C'est un truc un concept qui vient de l'anthropologue James Scott, qui parle de comment l'État a construit au fur et à mesure des siècles une lisibilité de ses populations pour le recensement, la conscription, tout un tas de choses. Je conseille beaucoup son bouquin, L'œil de l'État. Et donc cette illisibilité des protestataires, liée au fait qu'ils n'ont pas de représentants, de porte-parole, liée au fait qu'ils se dissimulent le visage, liée au fait qu'ils ne font parfois pas de revendications, mais utilisent des actions directes dont le but est l'impact matériel direct. Tout un tas de choses que je détaille dans ma thèse qui, pour moi, expliquent en fait les réactions, en partie les réactions des autorités. Et ça se voit aussi du côté, un peu différemment évidemment, mais du côté des révoltes des quartiers populaires et du côté du soulèvement des gilets jaunes, même si à chaque fois c'est très différent, mais ce qui est un point commun de ces 3 cas, c'est en fait le fait que les personnes n'agissent pas dans des cadres
qui sont considérés, des cadres d'action qui sont considérés comme légitimes, notamment par les autorités politiques, mais même de manière très pratique par les autorités policières. Violet et Jobard ont pas mal montré ça. Pour les gilets jaunes par exemple, où voilà, les responsables policiers vont dire non mais c'est quoi ces gens qui déclarent pas leur manifestation, nous on comprend rien, et tout de suite ça crée chez eux en fait un rapport de conflictualité, presque de crainte on va dire, en tout cas de conflictualité immédiate par le fait que voilà, c'est des gens qui ils font pas comme ils devraient faire, quoi, comme ça devrait. En tout cas oui, j'ai fait un énorme effort d'anonymisation dans mon travail. J'ai pas anonymisé le fait que c'était à Bure. Par contre, en termes de personnes, de lieux, parfois de dates, j'ai anonymisé, changé des choses parfois, ce qui, dans le milieu scientifique, peut créer des gros débats. Il y a eu un cas d'une anthropologue qui était dans des groupes mafieux aux États-Unis, qui avait changé comme ça des dates et tout, et ça avait fait pas mal de polémiques. Donc voilà, ça c'est un choix que j'ai assumé quand c'était les trucs les plus répréhensibles. Puis après, des trucs classiques de protection des données qui effectivement viennent des espaces militants, de sécurisation, d'anonymat, de différents outils numériques existants, dont on n'a pas le temps de parler là. Mais ayant subi effectivement des perquisitions au domicile, là où j'étais, et à 2 reprises, et ayant échappé à la saisie de mes données à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois un certain nombre de craintes et tout, et de pertes de clés USB dans des ballots de paille, bref. Voilà. Il se trouve qu'à Bure, à un moment donné, la répression, elle a quand même vraiment réussi à asphyxier, vraiment au sens fort, toute possibilité, quasiment toute possibilité d'action collective. Au sens où vraiment le moindre goûter sur la voie publique, la moindre projection de film amenait à une quantité de contrôle, qu'on appelle ça, de surveillance, etc., qui pouvait au bout du compte décourager ou en tout cas créer des sentiments de peur, d'angoisse chez les militants et d'épuisement psychologique assez fort. Où à un moment donné, même moi, au cours de l'enquête, quand on fait 200 mètres pour aller de la maison où on est à la maison du voisin, effectivement, si on entend une voiture derrière nous, la première idée c'est que c'est une voiture de gendarmerie, et après éventuellement ça peut être une autre voiture. Mais il y a clairement une je sais pas comment appeler ça autrement qu'une ambiance qui se crée, qui a clairement des conséquences psychologiques. Après, il y a eu des conséquences pour les personnes, notamment de l'association de malfaiteurs, effectivement j'ai pas eu le temps de le dire, mais oui, des personnes interdites de rentrer en contact, un avocat qui est mis en examen, ce qui était une chose très rare depuis une 50aine d'années, qui a été mis en examen, perquisitionné, et qui aussi du coup n'avait plus le droit de voir la personne qui le défendait, parce qu'elle était aussi mise en examen. Donc des trucs, des procédures extrêmement lourdes, et surtout aussi beaucoup en dehors de l'association de malfaiteurs, l'essentiel des peines en fait c'est les contrôles judiciaires. En attendant les procès, on a une interdiction de territoire, des obligations de pointer, des obligations de travailler, de soins, etc. Qui jouent énormément, quelle que soit l'issue du procès. Mais après, sur les conséquences biographiques de la répression, il y a des personnes qui se sont épuisées, qui sont qui se sont rangées, mais en fait, la plupart du temps, quand même, c'est des personnes qui consacrent tellement leur vie, ce type de militants qui consacrent tellement leur vie au militantisme qu'en fait, elles se sont plutôt déplacées. Moi, ce que j'ai observé à l'échelle... alors, il y a des personnes qui ont pu en partie arrêter de militer, mais c'est surtout en fait des questions financières, d'épuisement financier, au sens il fallait retrouver un boulot, et en fait ça c'est des types de militants qui demandent du temps plein, et donc voilà, des contradictions comme ça. Et à l'échelle collective de la mobilisation, ce que j'ai observé c'est un peu une sorte de délocalisation de la mobilisation, au sens où l'espace de Bure est assez resserré avec des lieux militants extrêmement identifiés, et donc extrêmement contrôlés, et donc il y a à un moment donné des groupes, des comités de soutien qui ont pris le relais, qui ont fait des actions, à Lille notamment, dans divers endroits, la fameuse tournée nationale justement de sensibilisation au nucléaire, c'est un peu concomitant 2019-2020, post-répression, et ça permet à certains militants de souffler un peu.